Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Diebold. Stéphane est un hyperactif du monde de la formation professionnelle, directeur de Temna, un organisme de formation. Il est également président de la FEN, une association regroupant plus de 10 000 responsables formation, et animateur du podcast Formal Learning. Et puis, bien sûr, j'en passe. Partant de l'état de l'art de la formation professionnelle avant et depuis le début de la pandémie, Stéphane appelle dans ce podcast à faire bouger les frontières pour expérimenter, pour innover, réapprendre à concevoir et animer, pour réenchanter la formation. Avec Stéphane, on échange sur l'évolution des compétences du responsable de formation avec deux dimensions majeures, la stratégie pour prendre des décisions et les bonnes orientations et la pédagogie. Stéphane partage sa vision des communautés apprenantes avec de la pédagogie et des contenus d'une incroyable qualité. En ce sens, le marketing doit investir massivement la formation pour donner envie et exciter, selon ses propres termes, l'apprenant. Stéphane propose également de renverser la phase de recueil des besoins en formation pour aller vers un marketing de la demande qui devance les besoins et attentes des apprenants afin de leur proposer des expériences de formation passionnantes et étonnantes. Passionnant, c'est le mot qui caractérise l'échange que j'ai eu avec Stéphane, un professionnel vif et loquace du monde de la formation professionnelle. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, merci beaucoup de venir échanger avec moi dans le podcast L'entreprise apprenante. Voilà, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous avez une riche carrière, une vision très très intéressante que je peux lire notamment sur vos publications, et on va parler d'un certain nombre de choses sur les expériences d'apprentissage, l'expérience apprenant, sur la formation professionnelle, sur les mutations qui sont dans le cours. Mais avant tout cela, je vais vous demander de vous présenter avec quelques événements clés qui ont jalonné votre parcours multicasquette au niveau entrepreneurial et aussi associatif. Eh bien, merci en tout cas pour cette invitation. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Je dis ça au début parce que peut-être à la fin ce sera pas le cas, donc autant le dire d'entrée. Voilà. Si je devais résumer, je suis, j'aime bien dire agitateur d'idées, créateur de réalité. C'est-à-dire qu'à la fois je réfléchis sur ce qui peut arriver, et puis après je me dis qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est ça un peu ma façon de faire. Et donc je suis à la fois un peu un intellectuel, mais surtout j'aime bien qu'on fasse des choses, et je me retrouve dans cette démarche-là. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. J'ai été directeur d'école de commerce, directeur de grands groupes dans la formation, et puis je me suis tourné vers les associations à un moment où ma fille est née, et j'ai pris 2 ans pour m'en occuper. Et donc professionnellement, pour pas avoir l'air d'avoir rien fait, ce qui n'était pas rien au demeurant, mais en tout cas c'est là où je suis rentré dans les associations, et puis rapidement on devient vice-président quand on a des trucs un peu à dire ou que les gens n'ont pas envie d'y aller tout simplement. Et donc ça m'a permis d'avoir, à force de creuser au même endroit, on finit par faire le tour un peu de la maison. Ok. Et donc aujourd'hui vous êtes notamment président de la FEN, qui est une super et une très belle association qui réunit finalement une communauté de responsables formation. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement de la FEN, de la genèse, et de savoir où vous en êtes aujourd'hui? Alors, la FEN, c'est l'association des responsables de formation. Ça existe depuis 6 ans. On a 10 000 personnes qui nous suivent, 80% en France. Et ensemble, on essaye de voir un peu ce qui fait bouger le métier. C'est-à-dire qu'à la fois beaucoup de juridique, parce que c'est quand même l'historique du métier, et puis aussi beaucoup de numérique, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui nous arrive. Et chaque fois, notre spécificité, c'est de se dire, tapons 1 ou 2 coups d'avance. Et puis après on se dit essayons de faire des choses ensemble. Par exemple, une banque nous a sollicité pour justement travailler sur les MOOC, parce qu'ils avaient eu la mission en interne là-dessus. Donc on a dit créons le MOOC du responsable de formation. On l'a monté, donc on l'a réussi, on a fait une belle opération. On l'a donné à l'université de Caen, parce que notre vocation n'est pas de gérer ces outils-là, mais c'était de montrer à nos membres comment on faisait, et ça a très bien fonctionné. Et Aline Squarneck, qui en a la pilote, a fait un travail extraordinaire. On peut le retrouver sur Fun chaque année, et ça fait toujours 10-12 000 personnes chaque année. Ok, donc une des missions effectivement de la FEN finalement, c'est aussi de pousser et de créer finalement des contenus, des capsules de formation
à l'attention des responsables de formation. Donc on ira chercher le lien dans la description de l'épisode pour le mettre, le lien FunMOOC, sans problème. Ça fait le lien effectivement avec ce fameux responsable de formation et surtout finalement la formation. Quel regard vous portez finalement sur la formation professionnelle, on va dire en France en cette année 2021 qui a été largement chahutée, notamment en 2020? Alors, je trouve qu'à la fois, c'est comme tous les événements un peu sidérants, c'est une chance inouïe. Parce que la formation, on parle beaucoup de la numérisation depuis 20 ans qu'on en parle. On n'en fait pas grand-chose en France pour plein de raisons historiques. Et en fait, là, on a été obligé de se lancer dans Zoom. Alors tout le monde s'est lancé sans savoir-faire, sans avoir eu des coachs, des choses comme ça. L'outil était assez ergonomique, les gens y sont allés, ils ont franchi le Rubicon, et maintenant on peut parler. On peut parler et faire. Et donc ça réinterroge à la fois la fonction de l'offre et la fonction de la demande, et donc ça permet d'étoffer ce qu'on appelle un écosystème. Et donc je trouve ça passionnant que pendant 20 ans on n'ait rien fait parce que on est un peu, la formation c'est un peu un univers où tout est à faire. Voilà, on va le dire comme ça. On parle beaucoup en France, on agit peu, alors qu'il y a d'autres pays, ce qui n'est pas gênant en soi, on a tous nos traits de caractère, mais il y a d'autres pays comme la Chine et les États-Unis qui eux font beaucoup, et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'a priori c'est eux qui prennent le lead par rapport à nous, et je pense que la France dans le monde, et c'est pour ça qu'avec la FEN on a lancé un grand projet sur la francophonie, tout simplement on doit faire le boulot, et donc il faut un peu bouger les frontières, alors à partir de ce qui est notre périmètre, les responsables de formation, mais aussi tous les organismes de formation, on aide beaucoup ceux qui font des belles choses, et si on peut les aider encore plus, c'est avec bonheur. Oui, clairement. Et c'est vrai que comme vous dites, cette année a été finalement une véritable année d'expérimentation, où on est passé sur de la visioconférence, de la classe virtuelle. Comment vous qui vous êtes au contact de ces responsables formation, comment finalement un an après, puisque finalement on enregistre ce podcast en avril 2021, donc on va dire un an après peut-être le début des premières classes virtuelles montées en urgence dans les entreprises, mais quel premier bilan à un an vous pouvez faire en voyant sur le terrain, en échangeant avec vos pairs et avec les responsables formation de ce mouvement très très fort qui a été incarné par les classes virtuelles? Le premier élément, c'est que, comme je disais, c'est une sidération. Au départ, on se dit c'est obligatoire. Le gros avantage, c'est qu'il y a eu le FNE formation. Donc il y avait de l'argent à récupérer, donc on s'est dit tiens, c'est le responsable de formation est un chasseur de primes. Donc dès qu'on lui donne une prime, il va chercher. Et donc ça c'est très bien. Et donc finalement ils ont franchi le pas. Et donc ils se sont dit on sait pas bien faire, mais on peut le faire quand même. Et donc il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont quand même les plus à même à récupérer ces fonds parce qu'ils sont structurés comme ça, qui se sont lancés dedans et qui se sont dit profitons de la manne que cela représente. Et ça a posé plein de questions. Alors il y a ceux qui sont pas posés beaucoup, mais qui se sont dit comment est-ce qu'on fait, donc comment est-ce qu'on forme des formateurs. C'est vrai que quand on a un écran, des choses très simples, quand on est en présentiel et qu'on fait un clin d'œil pour dire quelqu'un je t'ai vu, donc ça c'est quelque chose qui passe très bien. Si je fais un clin d'œil face à mon écran, les gens se disent que j'ai un tic. Donc à ce moment-là, c'est pas du tout le même concept, quoi. 2 salles, 2 ambiances, et donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à animer. Et donc ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec les formateurs. Après les avoir lancés dans le bain, et c'est très bien qu'on les ait lancés dans le bain sans les préparer en amont. Finalement, ils ont commencé à réfléchir, et de réflexion en réflexion, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on n'irait pas enregistrer certaines choses? Finalement, est-ce qu'on ferait pas du montage derrière? Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas une stratégie numérique, vu qu'on a une plateforme LMS, donc ça va nous permettre de faire des remplissages. Et puis on a commencé à devenir intelligent, c'est-à-dire que on se dit mais pourquoi pas faire des belles choses finalement face à cette contrainte, pourquoi pas retourner la contrainte pour faire quelque chose d'extraordinaire. On fait venir une guest, quelqu'un qui est dans le benchmark et dans mon secteur d'activité ou pas du tout, on lui prend une demi-heure de son temps, il nous raconte comment ça fonctionne, on pose toutes les questions, c'est magique, ça réenchante la formation et finalement on refait une vraie formation, c'est-à-dire qu'avec un vrai plaisir qu'on peut pas faire en présentiel. Et donc le numérique apporte des choses que le présentiel n'apporte pas et inversement. Et donc c'est ce travail-là qu'on sent aujourd'hui de plus en plus. Alors il y a toujours eu des gens qui étaient à la marge, qui étaient toujours très vifs, mais la majeure partie voyait le numérique comme quelque chose de difficile. Et ça se voit d'ailleurs que le problème culturel, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent dès que c'est fini, on revient à l'ancien temps. Et je pense qu'ils ont tort. Ouais.
faisons d'une contrainte, la distance, plutôt une opportunité, en mettant les gens ensemble, avec peut-être des petits rectangles avec des écrans, mais en leur permettant de vivre quand même une expérience d'apprentissage, somme toute au moins aussi intéressante que s'ils étaient dans la même salle. Donc c'est vrai que par ces aspects, on voit que les choses elles ont quand même évolué. Et dans votre propos, ce que je sens, c'est véritablement du test and learn, de l'expérimentation, de l'essai-erreur qui ont permis en fait aux responsables de formation finalement de se dire on va capitaliser sur cette contrainte, on va en faire une opportunité, et peut-être certains resteront ou tenteront de revenir à l'ancien, on va dire à l'ancien monde d'avant 2020, et puis d'autres vont surtout capitaliser sur ce qui a été fait ces derniers mois. Donc ça c'est une tendance assez intéressante. Et donc pour tirer le fil par rapport à ça, c'est quoi finalement être responsable formation aujourd'hui en 2021? Ouais. Pour alors, vous, votre c'est être le patron de la formation. Alors ça veut pas dire forcément raisonner en business unit, ce qui est aussi une façon d'être patron. Ça veut dire qu'à un moment de se dire je suis directeur de la formation. C'est-à-dire grosso modo je vais où? Soit je reste à minima et je résous dès qu'il y a une nouvelle réglementation, je suis la réglementation. Transco vient d'apparaître, est-ce que je prends pas? Donc je rentre dedans. Auquel cas, ce sont des logiques qui seront dépassées, une bonne IA pourra le remplacer. Sauf que finalement, quand on est dans directeur de formation, c'est de se dire quelles sont les directions que je veux prendre avec la formation. Autrement dit, sur quoi je dois travailler. Autrement dit, quelles sont les valeurs qui demain me seront nécessaires stratégiquement pour la boîte. Et quand je sais que stratégiquement j'ai des valeurs, par exemple si je choisis une orientation stratégique, il va falloir bien le traduire en emploi et donc en formation. Et après moi, en tant que responsable de formation, comment je traduis ça? Il y a énormément de ressources qui sont gratuites. Pourquoi payer de quelque chose qui coûterait un bras alors qu'il y a des choses extraordinaires qui sont gratuites? Et je peux, par exemple, me concentrer sur l'accompagnement, soit des publics les plus difficiles, soit l'accompagnement généralisé. Mais ça me permet de mettre le focus là où il y a besoin. Et donc, ça s'appelle de la pédagogie. Et donc, ça veut dire que je réinvestis ce schéma-là à condition d'avoir fait de la veille, de sortir de ma zone de confort et donc d'être capable de me dire je vais où? Et dans le monde dans lequel on est, ce qu'on appelle un monde disruptif, il y a beaucoup de métiers qui ont vocation à disparaître. Donc stratégiquement, on sait pas trop où on va. Donc on préfère rester un peu comme d'habitude. Comme ça, on est tranquille, personne nous le reproche. Sauf qu'à un moment, si on est directeur, ça veut dire qu'on choisit des directions. Quand on est que responsable, on rend des comptes, étymologiquement parlant. Alors qu'un directeur, il choisit des directions. Et donc ça va être un métier formidable parce que les directions sont très ouvertes. Simplement, il faut que quelqu'un assume. Ok, ouais, c'est super intéressant effectivement de faire un peu l'étymologie du mot, et ce que j'entends derrière cette notion-là, c'est de composer avec l'incertitude. C'est finalement le directeur de la formation, tout comme finalement des postes de direction, voire des postes d'entrepreneur, c'est composer avec l'incertitude en mettant peut-être des caps, en prenant des paris et en se disant que soit ces paris sont gagnants, soit à un moment donné on sera capable aussi de faire une itération, de pouvoir peut-être changer, pivoter, et ça c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est peut-être que culturellement on n'est pas aujourd'hui imbibé de cette incertitude, mais force est de constater qu'il va peut-être falloir y arriver. Comment aujourd'hui le directeur formation doit à la fois composer avec cette incertitude qui est une incertitude par rapport en interne, par rapport en fait à la stratégie de sa boîte, mais aussi en externe par rapport aux compétiteurs. Voilà, quelles sont finalement les clés sur lesquelles, ou en tout cas ces appuis pour pouvoir avancer? Alors déjà, premier élément, absolument s'abonner au podcast. Alors, ça c'est important, sinon on passe à côté de tout, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de se dire que il faut faire de la veille. C'est-à-dire qu'en fait, et quand je dis faire de la veille, c'est pas prendre tous les morceaux qui nous viennent, hein. C'est-à-dire de les remettre en ordre, faire des cartographies. Donc ça, et puis après, se dire, on va expérimenter, faire des learning labs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que la formation a été pensée 20e siècle, elle l'est toujours, mais on va passer dans le 21e siècle. Bon, quand on a dit ça, ça fait un peu consultant débutant. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quoi le 21e siècle? D'abord, on n'en sait rien. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pendant les 10 prochaines années, on va avoir un basculement avant de rentrer dans autre chose. Et donc ces 10 prochaines années, assurément, on va sortir de la façon dont on voyait l'individualisation. C'est-à-dire qu'on a eu un émiettement de la formation. On donne de la formation à tout le monde, un peu comme on donne à picorer aux pigeons. Je pense à Skinner, le pédagogue. Donc ça veut dire que la façon de... Maintenant, on s'est aperçu que c'était débile comme truc.
Voilà. Et qu'aujourd'hui, ce modèle cartésien est arrivé au bout, et il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'intelligence, la société des individus est absurde. En fait, dans les entreprises, il faut au contraire réenchanter. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 grands bouquins qui sont intéressants pour la fin du siècle dernier. Le premier, c'est Norbert Elias, qui est La société des individus, donc qui consiste à émietter. Et quand on a plein de gens émiettés, ils sont tout seuls, donc dépressifs. Donc, et on voit bien la situation qu'on a avec le confinement. Et le deuxième ouvrage, c'est celui de Michel Maffezoli, qui est L'ère des tribus. Et c'est celui-ci qui a raison, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'en fait, et raison quand je dis du point de vue de l'entreprise, évidemment, c'est-à-dire que l'entreprise, son boulot, c'est quoi? C'est pas d'imiter les gens pour avoir plein de gens tout seuls et dépressifs, c'est simplement de les réassocier. Et donc, c'est les communautés apprenantes qui vont être la chose de demain. Et donc, dans les communautés apprenantes, il y a des codes particuliers. Et donc, la formation va réenchanter ces communautés. C'est pas, on met pas un chat pour faire parler des gens. Ça, c'est nul et ça intéresse personne. C'est qu'est-ce que je fais d'extraordinaire dans ces communautés, et donc en quoi ma formation est extraordinaire pour donner l'envie. Et donc les 2 grosses tendances qu'on retrouve aujourd'hui dessus, c'est à la fois le marketing de la formation, voilà, c'est comment j'anticipe des contenus que personne me demande, et donc les gens vont venir à moi parce qu'on sait le faire pour des yaourts, on saura le faire pour de la formation, enfin c'est pas non plus très éloigné, ça reste des êtres humains dans les 2 cas. Et puis le deuxième élément, c'est comment est-ce que ma pédagogie change. Et quand je parle de communauté apprenante, j'invite tout le monde à aller sur TikTok, à aller sur Twitch, à aller sur ces communautés pour allez-y, entraînez-vous. D'abord, personne vous regarde, surtout si vous êtes vieux dans ces cas-là, vous avez toutes les chances d'être tranquille, donc faites toutes les erreurs que vous voulez, mais entraînez-vous à faire en 15 secondes, en 30 secondes des choses, et donc petit à petit, vous allez rentrer sur une nouvelle granularité de la pédagogie, et donc vous allez apprendre à utiliser des duos, il y a plein de fonctionnalités très intéressantes, et ça va vous permettre de comprendre dans quel monde on va. Alors pas pour le faire soi-même forcément, mais pour au bout d'un moment faire ses cahiers des charges pour que les autres puissent le faire. Et donc cette pédagogie nouvelle, elle marche très bien pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que le responsable de formation soit en dehors du monde. Ouais, exactement. Alors il y a plein de choses super intéressantes et j'en ai capté plusieurs et je veux revenir sur certaines d'entre elles. Le premier sujet de la limite de l'individualisation de la formation que je trouve très intéressant dans le sens où effectivement d'une part on ne travaille jamais tout seul, donc pourquoi effectivement on se formerait tout seul. Alors c'est quoi? Parce qu'il faut toujours trouver aussi une notion. On peut être soit très radicaux dans ce qu'on fait, ou on peut essayer de trouver l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui il faut trouver l'équilibre entre la formation individuelle par rapport en fait au niveau de compétence des gens et le fait d'avoir des communautés apprenantes qui permettent finalement à l'organisation de grandir de manière homogène? C'est quoi un petit peu là finalement l'équilibre à donner entre je vais quand même regarder au niveau de chaque individu ce dont il a besoin et je vais regarder au niveau de ma communauté, de ma tribu, comme le disait Michel Maffezoli, ou en tout cas ça peut être ma business unit, de mon équipe, comment elle doit avancer. Quel est est-ce qu'il y a un subtil mélange? Alors c'est la pédagogie du seul ensemble. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, et ça reprend le marketing, c'est-à-dire qu'à un moment, on a donné le pouvoir aux individus. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont devenus intelligents, ils sont aussi intelligents ou tarés qu'avant, mais simplement parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on hiérarchise trop, le temps de réaction est trop lent. Et donc, on s'est dit, si ça marche pas, parce que le sommet stratégique, je sais pas trop où il va, c'est la disruption. Dans ces cas-là, on donne aux gens la fameuse agilité. On sait pas où on va, mais si tout le monde est un peu agile, ça devrait marcher mieux. Bon, à vérifier. Mais en tout cas, c'est l'idée dominante. Et donc, à partir de là, on leur redonne les manettes. Et donc, simplement, on leur dit, c'est vous le patron, quelque part, de vos apprentissages. Vous êtes acteur de vos apprentissages, c'est ce que tout le monde dit. Sauf que quand on leur dit, vous avez qu'à choisir ce que vous voulez apprendre, on dit, non, ça, c'est quand même sérieux. C'est le responsable qui va le faire, c'est tout le monde, voilà. Alors qu'en fait, logiquement, c'est l'idée, c'est pas. Je vais le présenter différemment. Souvent, on a utilisé avec le e-learning, on met des ressources à disposition. Enfin, je sais pas quelle personne. Alors bien sûr, on sait que c'est une question d'argent, mais quelle personne a pensé que, en termes d'ergonomie, il y aurait un apprenant qui va s'exciter tout seul en se disant, je vais apprendre tout ce qu'on me donne. Enfin, c'est quand même complètement passé à côté de. Enfin, ils ont jamais vu un apprenant, quoi. Voilà. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'apprenant, il fonctionne pas comme ça. Il faut l'exciter. Si c'est intelligent, si c'est utile, si on en a besoin, si ça va être génial pour lui, pour sa carrière, si la formation en elle-même va être un événement formatif, il va venir. Moi, j'ai fait des formations où les gens se battaient pour venir. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait mon marketing et il se passait, et c'est le produit de la formation était magique. Voilà, il y a des façons de le faire. On le fait dans le spectacle, dans le théâtre, etc. Donc en formation, on le fait. Les gens vont se battre, parce qu'il veut dire la personne, il se passe quelque chose de social.
l'individu est un être social. Depuis Aristote, on sait très bien que l'homme est un animal social. Donc d'un seul coup, on lui dit non, tu serais plus un animal, tu serais une espèce de cerveau qui gigote sans bras et sans jambes. C'est débile, quoi, je veux dire. Alors c'est débile, ça a fait quelques siècles avec nous, donc ça nous a accompagnés. Mais avec le 19e siècle, c'est là où ça a vraiment déconné. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'organisation scientifique de la formation. Et on est parti en quenouille, quoi. Mais c'est pour plein de raisons qui sont légitimes. Aujourd'hui, il faut réenchanter ça. Et donc, ceux qui réenchantent, ce sont les pédagogues. Et donc, ça veut dire que si moi, je dois les amener quelque part, c'est pour ça que les gens aiment bien les startups. Il y a un patron qui arrive et qui dit, c'est génial, j'ai une idée. On se dit, c'est peut-être le Steve Jobs de demain. En tout cas, il a l'air allumé, au sens noble du terme. Et donc, la raison n'est pas que rationalisante, elle est aussi sensible. Et cette façon d'avoir pensé un homme robot, dans ces cas-là, il faut sortir de ça pour penser à un être humain. Et pourquoi je disais que c'était intéressant ? Parce que la formation 20e siècle, on n'a aucune analyse des apprenants. On ne sait pas comment ça marche un apprenant. Enfin, un client, on sait comment ça marche. Un apprenant, on n'a pas de statistiques dessus. C'est absurde. Il va falloir travailler, ça s'appelle le marketing. Ouais, ça fait effectivement. J'allais questionner ce sujet. Le marketing, c'est quand même un sujet qui me parle un petit peu parce que c'est mon job premier, ma formation. Et effectivement, quand je suis arrivé il y a quelques années dans le milieu de la formation, j'ai vu qu'il y avait quelques lacunes là-dessus. Le fait de s'adresser, d'avoir une cible qui est pour le coup qui est l'apprenant, sur lequel il faut effectivement. Alors ça, on est dans un marketing de l'offre et on lui pose tout sur la table. Et tout comme il est face à un rayon avec 45 marques de pots de yaourt à 0%, il sait pas quoi choisir. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand vous mettez trop d'offres, ça c'est des notions de marketing, mais quand on met trop d'offres de yaourt, il se vend moins que quand on met moins d'offres et qu'il y a plus de lisibilité. Donc c'est un vrai enseignement. Ou soit, et j'aimerais que vous creusiez ce sujet en disant plutôt marketing de la demande, en se demandant finalement. Déjà, en posant la question de quoi vous avez envie, et d'autre part, en devançant, vous avez parlé tout à l'heure de devancer finalement leurs besoins. Voilà, qu'est-ce que vous avez derrière la tête par rapport à ça? Juste pour revenir sur un point, le rôle de la formation aujourd'hui, c'est quoi? C'est de choisir. On sait très bien qu'il faut 3 choix à chaque fois, c'est le maximum. Voilà. Donc ça veut dire que qui choisit, c'est le responsable de formation. Il va pas demander à chacun débrouillez-vous, allez sur Internet, vous avez plein de choses gratuites. Les gens, c'est pas leur boulot vu ce qu'ils sont payés, c'est pas leur job, c'est pas leur compétence non plus. Donc il faut que l'entreprise fasse son choix. Et donc c'est l'entreprise qui va faciliter le choix en disant ça c'est génial pour toi, mais si tu veux j'ai mon plan B et dans le pire des cas il y a celui-ci. Et la personne va se dire c'est les fameux pots de confiture donc qui sont connus dans le marketing qui font donc ça c'est le boulot de l'entreprise et c'est pour ça qu'on a besoin de responsables de formation demain. Voilà. Et donc l'autre question sur la demande, j'ai écrit un article qui est Osons le marketing de la demande. Qui a dû sortir maintenant chez Maguerach, je suis pas sûr où il va sortir bientôt. Donc ça veut dire qu'à un moment interrogeons non pas les gens sur ce qu'ils veulent, ça s'appelle des recueils de besoins, si ça marchait, ça se saurait. Simplement, c'est ce que disait Henry Ford, il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient tous dit des chevaux qui vont plus vite. Voilà. Eh bien, Steve Jobs se reprend cet exemple-là en disant, on ne demande pas aux gens, moi je suis responsable, je pense qu'ils auront besoin de ça, et donc je vais les réenchanter sur un truc auquel ils ont même pas pensé, mais c'est moi qui vais les aider à penser, et à quoi je vais voir si ça marche? S'ils viennent, s'ils suivent, s'ils s'engagent. Et s'ils sont hyper contents en disant c'est génial ce qu'on a appris, dans ces cas j'ai fait mon boulot. Et donc il y a tous les nouveaux indicateurs, les KPI qui viennent derrière, avec ces engagements, il suffit de les construire, de les suivre, tout simplement. Ouais, et là encore une fois, on revient à cette notion de learning lab, de test, le fait d'oser se planter finalement et aussi d'oser réussir finalement, se dire on va tester peut-être une modalité pédagogique, on va tester un parcours, on va tester une façon aussi d'embarquer les gens avec de l'événementiel, avec peut-être du storytelling qui va permettre en fait d'embarquer nos apprenants. Ça c'est assez intéressant. Et alors vu qu'on adresse ce sujet où en fait le responsable formation il va aller capter un petit peu ce qui fait l'air du temps pour aller intéresser et attirer son public cible qui est l'apprenant. Comment en fait on a parlé tout à l'heure aussi de benchmark de veille, comment un responsable formation il doit faire le tri entre toutes les tendances que l'on voit, c'est-à-dire vous savez les 10 tendances de la formation, les 10 tendances RH, y voir clair sur toutes les modalités pédagogiques, les innovations technologiques. Mais finalement, comment on fait le tri là-dedans, parce que on peut se sentir parfois un peu assailli de toutes ces informations, de toutes ces innovations, en se disant mais il y en a encore une nouvelle. Voilà. Comment en fait on arrive à se sentir un petit peu aligné par rapport à ce qu'on a envie de faire, sans être tout le temps à la traîne ou se dire qu'on est à la traîne. Alors et c'est vrai qu'ils sont à la traîne. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont pas formés pour ça.
C'est-à-dire quand on voit les diplômes sur lesquels ils sont formés, pour ceux qui sont formés pour des diplômes, je vous rappelle que la majorité des responsables de formation n'ont pas fait un cursus de responsable de formation. Donc ils le font à l'arrache, mais ce qui n'est pas plus gênant que ça. Donc ça veut dire que quand ils ont un diplôme, on les a pas formés à faire de la veille, on les a pas formés à faire de la pédagogie, parce que ça c'est les sciences de l'éducation, donc c'est autre chose. Et on les a pas formés à faire du marketing, on les a pas formés à faire de la technologie. Et d'un seul coup on se dit, il y a Telegram qui arrive, il y a Parler qui arrive, je fais quoi? J'utilise WhatsApp, c'est bien, pas bien. Bon, on va attendre que tout le monde le fasse, mais à force d'attendre, je fais rien. Et donc en fait, il n'y a pas de courbe d'apprentissage. Et donc la vraie question, c'est d'aller dans des groupes de travail. Alors ça peut être la FEN, ça peut être ou si j'ai pas d'amis parce que je suis dans un endroit où j'ai pas la civilisation. Dans ces cas-là, je me connecte avec des podcasts, j'essaie de me renseigner. L'idée, c'est de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire se dire qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et donc à un certain moment, j'écoute des gens qui me donnent des réponses. Alors ils me proposent des cartographies, puisque vous citiez les articles que je présente toutes les semaines sur la FEN. C'est ni bien ni pas bien, en tout cas c'est cohérent, puisque c'est ma pensée, il y a que moi qui écris, donc il y a au moins c'est ma cohérence. Et les gens qui m'entendent et qui me suivent, qui ont la gentillesse de faire ça, ils se disent voilà quelqu'un qui réfléchit à 2-3 ans, il me dit voilà auquel il faut penser. Au bout d'un moment, ils me suivent, ils apprennent à me connaître et ils ont suivi quelqu'un. Voilà. Ils sont tous bons, on en prend un autre, ils sont tous extraordinaires. On va pas tous les prendre non plus, parce qu'on a autre chose à faire. Mais ça veut dire que je vais choisir un peu mon école et quelqu'un qui fait de la veille pour moi. Alors ça peut être sur des podcasts, tout est bon. Et une fois que j'ai ça et que j'ai compris dans ma tête, quand on parlait par exemple de l'individualisme radical de Marcel Gauchet, dans ces cas-là, une fois qu'on a dit ça, moi je suis très très positif. Si c'est nul, je préfère quelque chose de nul que rien du tout. Donc après moi je propose autre chose en disant voilà ce qui se passe, voilà des gens qui l'ont tenté quand vous me parlez de marketing, le Learner Generating Content. Comment est-ce que ce sont les apprenants eux-mêmes qui génèrent leur contenu? C'est magique. SOR, ils ont fait une école donc c'est les métiers de l'eau. Ils ont fait une école. Voilà, c'est eux qui apportent le contenu. C'est extraordinaire. Et donc ça, c'est le boulot du responsable de formation, de faire que les gens apportent. Parce que personne va rien donner si je leur demande pas, tout simplement. Et donc ça veut dire comment je fais? Il y en a un qui l'a fait. Je me dis si eux ils l'ont fait, moi je vais le tenter. Je sais pas comment ça marche parce que il y a pas encore d'industrialisation. Mais je vais bidouiller. Si je suis dans une association où on a parlé, puis l'autre me dit j'ai fait un truc extraordinaire, je regarde un peu ce qu'il a fait. Je veux dire, je vais essayer de faire un peu pareil. Et donc ça me rassure parce que moi, qui suis souvent tout seul dans les responsables de formation, finalement quand je suis en groupe, je prends un peu l'énergie du groupe, l'intelligence collective comme on dit aujourd'hui, pour avancer. Voilà, c'est ça l'avantage en fait. Ouais, et ça montre bien que on est dans le seul ensemble, hein, même pour le responsable de formation, on est dans le seul ensemble, ce qui nous permet d'avancer finalement plus vite parce que on s'appuie sur nos pairs. Parfois on est les premiers de cordée, parfois on suit derrière et on échange. Ultra intéressant. Je voudrais qu'on revienne au sujet qui a pas mal occupé l'année 2020, au sujet du live. Et tout à l'heure vous avez fait le lien avec Twitch notamment. Alors on est clairement à l'ère du live. Là c'est clair puisque on a vu pulluler effectivement les classes virtuelles, les webinars qui se sont multipliés depuis 2020. On a un nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse qui fait l'apologie également du live. Et puis on a Twitch qui est un peu plus vieux mais qui reste un réseau social récent et sur lequel vous avez fait un article très intéressant que j'invite les auditeurs à aller le lire sur la FEN. Qu'est-ce que peut apporter finalement une plateforme comme Twitch à la formation et qu'est-ce qu'on peut aller chercher finalement maintenant que le live est devenu finalement une modalité à part entière de la formation? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur des plateformes comme Twitch ou sur d'autres qui vont nous permettre de professionnaliser ou de réenchanter ou de donner encore plus d'attractivité au live? Ça va permettre de professionnaliser nos formateurs. C'est-à-dire un formateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses slides et puis il raconte son histoire en lisant plus ou moins les slides. Alors il anime, il fait voilà. Et donc ça, c'est les classes virtuelles. Donc il fait des petits sous-groupes de temps en temps pour les faire travailler en groupe. Déjà ça le détend et puis ça permet de casser le rythme. L'avantage du live, c'est que le live c'est une autre pédagogie. Et ce qui est très intéressant, c'est dans l'animation. Et donc, si tout à l'heure j'ai parlé de la pédagogie avec les communautés apprenantes, l'animation, c'est quelque chose qui pendant longtemps n'a pas été très bien respecté dans la chaîne de valeur. Et pourtant, ça devient de plus en plus important. Vous avez pu voir Mathieu Richard qui avait écrit, c'est le messager qui est le plus important que le message. Autrement dit, quand je vois quelqu'un et je me dis il est génial ce mec-là, j'apprends tout ce qu'il me dit. Même si c'est très éloigné de ma zone de confort. Et bien, si la personne n'est pas géniale, et ça s'apprend à être génial, ça s'appelle de la diffusion émotionnelle, la contagion émotionnelle, on dit neurologiquement parlant. C'est-à-dire que ça s'apprend à donner il y a des acteurs, c'est leur métier, Mais, et donc, cette animation, c'est-à-dire donner donner de l'âme à du contenu, de la saveur au savoir.
J'aime bien dire ça. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, à ce moment-là, on va faire un live. Une web conférence où je parle tout seul en disant, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Et un live, ça n'a rien à voir. Et Twitch vous oblige, dans ces cultures-là, à aller rechercher constamment les gens. C'est un peu comme d'autres qui utilisent Klaxoon, Bicast, etc. On s'entraîne tout le temps à aller les chercher. Et donc, moi, en tant qu'animateur, si je fais une classe virtuelle, je vais chercher les gens systématiquement. Et à la fin, les gens participent, ils marquent des choses sur le chat. Mais si je vais pas les chercher, personne ne me répond. Voire même ils enlèvent la caméra pour dire finalement c'est pas intéressant. Et donc c'est moi, on parlait tout à l'heure de Zoom quand on les met tous en galerie, c'est très intéressant de les faire lever la main. Qui c'est qui est d'accord? On les fait lever la main. On peut utiliser des émoticônes, mais c'est très intéressant de les faire participer parce que dans un système où des fois on a 1 heure où on doit parler à tout le monde, si tout le monde arrive à se voir et qu'on voit qu'on n'est pas tout seul, alors évidemment quand on est dans sa salle c'est un peu bizarre, mais ça veut dire qu'on rentre dans la matière. Et ce qui manque beaucoup dans Zoom, et c'est ça qui a un peu souffert, outre les problèmes techniques qui sont aussi très importants, vous savez très bien que les caméras n'étaient pas faites pour Zoom, enfin bon, ça s'améliore petit à petit, mais il n'y avait pas d'animateur. C'est un peu comme si vous avez un PDF dans une salle, vous enfermez le formateur en distribuant les PDF, les gens savent tous lire, c'est pas pour ça qu'ils vont s'exciter. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un animateur. Et pour professionnaliser, il faut bosser là-dessus. Donc allez tous sur Twitch, après être allés sur TikTok. Voilà les 2 conseils. Un exergue finalement, le caractère. On a parlé beaucoup d'éléments beaucoup plus émotionnels voire irrationnels. Donc l'émotionnel est super important. Effectivement, l'idée, si on veut attirer les gens, il faut leur faire vivre. En tout cas, faut qu'il y ait un accident quelque part. Faut qu'ils soient attirés par quelque chose et qu'on leur fasse vivre des émotions afin que peut-être qu'ils captent mieux les choses. En tout cas, qu'ils arrivent à avoir une meilleure rétention. On sait que par exemple, quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, et notamment à un enfant, on lui raconte une histoire. C'est beaucoup plus simple de lui raconter l'histoire avec du petit chaperon rouge pour donner finalement pour lui donner un cheminement que lui raconter ce qui s'est passé seulement à la fin, dénué de tout contexte. Ça fait appel à des mécanismes du cerveau, et je sais que vous travaillez sur des notions de neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mécanisme des émotions qui peut-être on sous-évalue, en tout cas qu'on sous-exploite dans l'information et qu'on exploite très très bien, notamment dans le marketing? Bien sûr. La grosse découverte des neurosciences, c'est les émotions. Avec les neurones miroirs, etc. On est parti sur l'idée cartésienne qui a je pense, donc je suis. Donc d'un seul coup, j'ai un cerveau qui est en dehors de mon corps. Et bien sûr, la pensée, c'est ce qui fait l'homme, etc. Pendant longtemps, Descartes pensait que les animaux, c'était des machines. Donc on remontait de temps en temps, on les nourrissait, et donc voilà. Donc partie de ce schéma-là, mais ça a fait tout ce qu'on est nous, hein. Ça a fait la France, ça a fait notre talent. Donc c'est pas une critique, mais ce modèle est arrivé en bout de course. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est stupide et que bien sûr que l'homme est un animal et bien sûr qu'on a besoin de l'autre. On a besoin, et quand là on est dans une période où on se touche pas, vous vous rendez compte de tout ce que ça apporte. On ne se voit pas, certains sont confinés tout seuls, donc c'est très difficile. Et donc ça veut dire qu'on s'aperçoit que cette relation humaine, c'est ce qui fait l'homme. L'homme, c'est pas le cerveau, c'est l'autre. Et donc, au lieu de dire je pense donc je suis, les neurosciences ont montré c'est tu penses donc je suis. Et donc, c'est bien le relationnel qui fait la différence. Et le relationnel, c'est quoi? C'est si j'arrive à vous lire, je suis plus tout seul. Je suis pas programmé pour être tout seul. Donc, je suis programmé pour être un animal collectif. Donc, à ce moment-là, quand on a créé ce lien-là, si on crée un lien avec des gens qui me ressemblent, que j'aime bien, etc., finalement, ça va me permettre, avec ça, de pouvoir créer une histoire. L'homme, c'est un fabuliste. Et on s'aperçoit qu'il y a de très très belles. Les neurosciences ont montré ça. Par exemple, ça a été montré par plein d'exemples. Nouvelle inconsciente de Lionel Nakache reprenait pas de ces exemples. Une personne qui d'un seul coup qui avait ces 2 lobes du cerveau qui étaient séparés. Et donc le premier lobe du cerveau, on lui dit lève-toi. Donc il entend, il se lève naturellement. Mais comme les 2 sont séparés, au bout d'un moment, il pose la question qu'est-ce que tu fais? Et donc le sens c'est la partie gauche. Et dans ces cas-là, il se dit il avait pas de raison puisqu'en fait il fallait puiser la recherche dans l'autre cerveau, dans le cerveau droit. Et donc comme ils étaient les 2 déconnectés, il n'y arrivait pas. Et bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais chercher un jus de fruits. Et donc c'est génial. C'est Nick Shatter qui a fait la théorie de le cerveau serait bête. En fait, c'est un gros simulateur. C'est là où d'ici quelques années, on va reprendre cette théorie qui va s'imposer sans doute. C'est-à-dire qu'en fait, on a un gros cerveau qui fonctionne très rapidement, mais qui n'est pas rationnel du tout, mais simplement qui essaie de trouver du sens. Dans ce il a des petits morceaux, il dit ça me fait pas une histoire ça. Et donc j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de ça pourquoi? Parce que l'autre est là. Et quand l'autre est là, je suis obligé de lui dire que je suis pas taré. Donc je suis obligé d'avoir du sens. Et c'est comme ça que je deviens absurde dans mes décisions. Et c'est comme ça que il y en a qui sont malhonnêtes, il y en a qui trichent, etc. Mais ils ont cette soif de sens. Eh bien, cette soif de sens, on est maladivement des faiseurs d'histoire.
eh bien c'est une chance inouïe pour les entreprises qui disent organisons une aventure collective, on devient le Christophe Colomb, on va à l'aventure, etc. Moi, j'adore comparer Christophe Colomb parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors qu'il s'est planté. En fait, il était nul, personne n'aurait dû mettre un centime sur lui, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu du mal à. Mais comme en fait, parce qu'il avait un problème de conversion, voilà. Mais comme il embêtait tout le monde, au bout d'un moment, il dit bon, c'est bon, tu peux y aller. Et donc il est parti, il a découvert autre chose. Et ben ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est de partir avec les autres. Et pour donner l'envie à des gens d'apprendre, il y a pas de secret. Il faut leur donner envie en les faisant vibrer. Soit il y en a qui sont projectifs, ceux qui ont fait plus d'études parce qu'ils se disent ça me sera utile, etc. Mais la majeure partie, ils s'en fichent. Faites une belle histoire avec des gens. Il se passe un truc extraordinaire. Les gens découvrent par rapport à eux-mêmes plein de choses pour devenir des bons managers, des bons ouvriers, etc. Une fierté du métier. Tout ça, ce sont des émotions. Dans ces cas-là, les gens disent moi j'y vais dans cette formation. Et ils se battront pour ça. Et ça, il faut bien que quelqu'un écrive l'histoire. Et c'est pas de la manipulation. C'est-à-dire que simplement, c'est de la raison sensible. C'est le terme de Michel Maffezoli que j'aime beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle les pédagogies du sensible, hein, avec du Condorcet, des gens comme ça. Et Michel Maffezoli parle de la raison sensible face à la raison rationalisante. On est raison rationalisante et sensible, donc on peut marcher sur deux jambes. Donc c'est une chance inouïe, et ça c'est ce que les neurosciences nous apprennent. Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, ça permet effectivement de pas opposer le fait qu'on est, d'une part, on a une certaine rationalité, mais qu'on a aussi notre part, voilà, d'irrationalité, et que ça fait partie de nous. Ça veut dire en fait que les gens qui vont être demain, aujourd'hui et demain, des gens qui vont transmettre le savoir, en tout cas qui vont faire accéder au savoir, à la connaissance, à la compétence, sont des gens qui sont pas forcément, qui ont pas forcément des connaissances ultra avancés, mais plutôt des gens qui sont dans cette capacité de finalement donner la matière et finalement de donner la bonne recette avec finalement le bon scénario. Donc en fait, il y a une notion de médiation, j'ai l'impression qui est assez importante en se disant voilà, moi mon job c'est pas d'être le meilleur et d'être le plus pointu, c'est plutôt que je puisse faire passer et distribuer finalement la connaissance de la manière la plus peut-être la plus simple, la plus ludique, la plus attractive, en tout cas la plus efficiente possible. La contagion émotionnelle. Le métier du formateur, c'est la contagion émotionnelle. Donner l'envie. Et donc ça veut dire que c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font spontanément, ils sont authentiques, ils y croient. Il y en a qui sont plus ou moins des gens compliqués dans leur tête, ils y croient pas forcément, ils s'entraînent. Donc il y a des façons de justement d'être authentique, de transmettre. Mais c'est ça qui va faire la différence. Comme on est en infobésité, il y a tellement d'informations. La qualité, ça va être quoi ? Ça va être de dire aux gens, ça va être génial. Et si vous dites à une personne, ça va être génial, il va faire ça son week-end. Parce qu'il va dire, c'est fou, quoi. Il va garder l'émotion, la lumière que vous avez dans vos yeux. On a tous eu des professeurs un peu bizarres qui nous ont donné envie d'apprendre une matière improbable. Et donc, c'est exactement ça. Et ça, c'est le propre de l'être humain qui a besoin de se dire, avoir des leaders, des passeurs, des corps intermédiaires qui utilisent l'envie pour ça. Sinon, on rend les gens tristes, on insécurise les gens parce qu'on les rend individuels, c'est-à-dire qu'ils partagent plus ensemble. Et dans ces cas-là, ils ont peur. Et plus ils ont peur, moins ils sont créatifs, moins ils sont heureux. Et aujourd'hui, on essaye plutôt de créer des ambiances collectives, non pas parce qu'on est devenu gentil ou des trucs comme ça, parce que c'est plus efficace, tout simplement. L'entreprise, c'est quoi ? Il y en a un qui a une idée géniale, souvent un grand malade. Un Elon Musk, on peut pas dire que c'est un mec qui soit intelligent. C'est un être humain qui est un mec extraordinaire, mais un grand malade, quoi, je veux dire. Steve Jobs, enfin c'est pas, je souhaite à personne de Steve Jobs, il était imbuvable comme mec, mais ça veut dire que, mais c'est ce côté extraordinaire qui a permis de leur vivant de faire des belles choses, et les gens se sont dit, c'est des gens charismatiques. C'est la même chose, le charisme c'est quoi ? C'est la contagion émotionnelle. On dit soit c'est un malade, soit le mec c'est un génie, mais dans tous les cas il est extraordinaire. Et il en faut pas, dans l'entreprise il en faut pas trop, faut pas se le cacher non plus, mais il en faut un ou deux. Et quand on a trouvé celui qui est bon, alors là il faut le garder. Et là, il faut le mettre en avant. Et il part à Elon Musk qui dit dans sa tête, je vais aller sur Mars. Et tout le monde lui donne des milliards pour y aller. Enfin, il y a un truc, c'est pas rationnel, quoi. Je veux dire, si on avait été rationnel, personne n'aurait mis un centime sur ce mec-là. On n'avait pas d'ailleurs d'argent. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui a fait son talent. Ouais, c'est clair. Ouais, cette capacité. Il faut avoir des gens qui ont un peu le courage de faire ça. Et quand on travaille sur des managers, sur des gens intermédiaires, ils ont toujours été formatés à être des dexters de la formation ou les dexters du management. C'est-à-dire pas d'émotion, on garde tout, etc. Et d'un seul coup, on va aller dire, tu vas être quelqu'un qui va amener les gens dans un univers, tu vas être un passeur d'émotions, etc. Tu vas rallumer des étoiles. Personne se dit, ouais, bon, c'est pas évident. Ça s'apprend.
Et demain, on devra apprendre ça. Donc voilà des pistes intéressantes. Ouais, c'est super intéressant et ça me fait penser que la notion d'empathie pour laquelle on parle beaucoup depuis quelques années, c'est peut-être l'une des clés, parce que c'est vrai que l'empathie, c'est pas quelque chose qu'on avait trop mis en avant dans l'entreprise, et c'est quelque chose qui revient vraiment comme une qualité, ou en tout cas une compétence, un soft skills important, et c'est peut-être une qualité assez importante pour les gens qui vont être là pour transmettre le savoir, se dire le premier élément d'empathie quand je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit transmettre, c'est savoir est-ce que ce que je vais dire va intéresser les gens, au-delà de la technicité de mon propos et de la connaissance que je veux transmettre, est-ce que ça va intéresser les gens. Et c'est vrai que là on revient à des notions de marketing, c'est-à-dire à qui je m'adresse, comment je le fais, est-ce que ça va les intéresser, et si ça les intéresse pas, pourquoi ça les intéresse pas, pour que demain je fasse mieux. Donc il suffit de les regarder. C'est-à-dire que la synergologie, des choses comme ça, avec Paul Ekman ou des scientifiques aussi, si je regarde les gens, je sais si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, c'est pas grave, il faut le dire différemment. Et donc automatiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est eux qui les intéressent, je les laisse parler. Moi, je sais où je les amène. Je sais pas qui ils sont. Je les laisse parler, et au bout d'un moment, on tire le fil pour qu'on arrive là où je veux. Et donc, la pédagogie, le fameux 2.0, etc., l'interactivité, c'est pas, je leur donne la main avec des exercices dont j'ai déjà les réponses, ils me donnent des portes d'entrée qui sont pas les miennes, donc ça m'oblige à mouliner, et petit à petit, parce que moi, j'ai le verbe, je sais, j'ai la rhétorique, j'ai la stochastique, comme on disait à une certaine époque en France, mais ça veut dire que petit à petit, je tire mon fil, moi, je suis un professionnel, et je les amène avec mes objectifs pédagogiques que je déterminais avant. Mais je sais pas le chemin. Et donc la pédagogie, on va la construire ensemble. Et donc c'est un nouveau métier qui se dessine, mais dont à la fin je me dis c'est génial, c'est-à-dire je rencontre des êtres humains. Ouais, et je construis, et finalement je construis chaque fois un chemin différent, ce qui fait que entre deux groupes sur lesquels on se dit sur le papier, finalement on va animer deux mêmes formations, en fait c'est pas les mêmes histoires qu'on raconte. Et effectivement, il y a des gens qui ont vécu sur le groupe 1, ils ont vécu une expérience totalement différente que sur le groupe 2 parce que le chemin n'était pas le même, parce que les références qui ont été dites n'ont pas été les mêmes. Et c'est vrai que c'était intéressant c'est là où on remet le seul ensemble où effectivement on peut se réapproprier des choses de manière un petit peu collective. Et ce qui est génial, c'est qu'en tant que formateur, ce sont les apprenants qui m'apprennent, parce que je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné. Et donc finalement, ils m'aident à grandir, ils m'aident à faire face à des épreuves, parce qu'on a tous nos limites, etc. Et donc je grandis avec eux. Et donc finalement, moi je sais où je les amène parce que je suis responsable et je suis en responsabilité, parce que c'est pas chacun on a déterminé les objectifs pédagogiques, connaissances, compétences en amont. Le chemin, je le sais pas, et avec ce qu'il me donne, ça va m'obliger moi à construire des choses. Et moi, je vais grandir grâce à ce qu'il me propose. Et on s'aperçoit que c'est des vraies aventures humaines au sens noble du terme. Et donc c'est un métier magique, quoi. Ouais, clairement. Stéphane, merci beaucoup pour cette conversation. Je me suis régalé et je pense qu'on pourrait encore passer quelques heures ensemble, parce qu'il y a encore tellement de sujets et je pense que ça méritera peut-être qu'on refasse un épisode. Mais merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces visions partagées. Je mettrai effectivement un certain nombre de liens. Vous avez fait un certain nombre de références. Je les mettrai dans la description du podcast. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt à tout le monde. Au revoir. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.